Je vais maintenant appeler nos speakers sous vos applaudissements. Et en premier, Christophe Cadic, CDO de IKEA. Merci de l'accueillir. Merci Christophe de prendre place également sur le siège de ton choix. Également, je vais appeler donc Aldric Zappellini, qui est CDO du groupe Crédit Agricole, en charge de l'intelligence artificielle. Bienvenue Aldric. Et enfin, Thomas Cook, qui est le directeur de VP Ad. VP Ad étant le nom qui a remplacé Vente Privée. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ce nom dont on n'a même pas parlé ensemble, mais est-ce que tu sais d'où il vient finalement ce nom? VP. Ah, de VP, oui, je sais. Alors, d'où vient-il? Pourquoi Vente Privée l'a remplacé et d'où vient-il? C'est pas une question préparée. Hein. Ah d'accord, je croyais qu'il y avait un... Okay, d'accord. Non, pourquoi VP? Parce qu'à l'époque, on avait racheté l'intégralité de nos concurrents en Europe, qui avaient tous des noms différents, et on voulait trouver une marque qui unifiait l'ensemble des pays. Et en fait, on avait l'habitude en interne de s'appeler VP VP. Et puis quelqu'un est arrivé un jour, on disait mais si on faisait VP, V2E, P2E, on s'est dit idée de génie, on y a été comme ça. Voilà. Ok, super. Aussi simplement. Très bien. Moi, j'avais eu une version différente. Vas-y. Avec des personnes qui avaient fondé Éric Rousseau et Éric Loche. Je ne sais pas si tu as dit quelque chose. En tant que fondateur de VP? Fondateur de VP en avril 2000, société VP vendue à SPI Communication 2011. Non, c'est pas ça alors. Non, c'est une autre. Ça, c'est pas nous, ça. Ok, d'accord. Vous êtes VP vente privée de l'esprit VIP en fait. L'esprit VP, l'esprit vente privée, oui. Ah, super. Et toi, donc, tu étais au départ chez Vente Privée et ensuite, tu es devenu VP Ad. Tout à fait. Je suis arrivé il y a une dizaine d'années où j'avais lancé une division dédiée à l'entertainment. À l'époque, on faisait on achetait des théâtres, on était producteur, on faisait du ticketing, activité qu'on a arrêtée pendant le Covid, ou en tout cas qu'on a cédé. Et après, on s'est concentré sur le retail média, qui était de manière évidente une grande opportunité pour le groupe. Retail média qui est plus qu'un buzzword. Hein. Maintenant, c'est devenu une réalité économique et les distributeurs, tu vas nous en parler tout à l'heure, et les retailers et surtout les marques l'utilisent beaucoup. Quelque chose qui est devenu indispensable. Et donc, pour te connaître un petit peu plus, tu étais chez Lagardère pendant 15 ans avant de rejoindre VP. Oui, tout à fait. J'ai fait 15 ans chez Lagardère. C'était mon premier travail. J'étais amoureux du papier et je voulais être éditeur quand j'étais petit. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. J'étais éditeur de presse et du digital. Et force est de reconnaître que le papier n'était plus forcément tendance. Donc j'ai succombé aux sirènes du e-commerce 15 ans après en allant chez VP. Parfait. Merci beaucoup pour cette petite relation et puis pour montrer qu'en fait, rien n'est un hasard. En fait, depuis tout petit, on a des rêves qu'on réalise. Christophe, toi, tu as fait un parcours aussi plutôt dans le retail chez Darty, chez Galeries Lafayette, chez Yves Rocher et maintenant chez Ikea. J'en oublie un ou pas? Non, c'est exactement ça. J'ai eu la chance de grandir dans le retail, mais avec le point commun que c'était à chaque fois pour faire du digital. Et c'est un petit peu ma passion parce que je trouve que le digital est magique dans sa capacité à construire les parcours clients et à donner de l'empowerment à nos collaborateurs. Et donc depuis 5 ans maintenant, j'ai la chance d'être CDO donc chez IKEA, membre du COMEX, avec un périmètre donc, qui est le digital d'un point de vue expérience client et le digital d'un point de vue expérience collaborateur, avec la data au milieu du dispositif et une approche qui est très people-centrique. Donc en fait, finalement, une mission qui est assez transversale. Le marketing n'est pas forcément dans ton domaine spécifique. Tu es transversal, marketing, process et les autres activités propres au magasin. Exactement. Le marketing est rattaché à la direction commerciale, donc qui est également au niveau COMEX. Et donc nous, au digital, nous avons une transversalité. Et la data, et qui est un asset qu'on utilise systématiquement, est un petit peu le driver de nos priorisations et de la manière dont on va orchestrer le fonctionnement de l'entreprise. D'accord. Et chez IKEA, donc, vous avez le siège en Suède.
et bravo. C'est une très belle réussite mondiale. Combien de collaborateurs dans le monde ? Alors dans le monde, c'est 220 000 collaborateurs. En France, nous sommes 12 000. Et l'équipe digitale en France, c'est 80 personnes. 80 personnes. Et vous travaillez avec d'autres personnes dans le groupe qui font du digital aussi. Est-ce que vous vous inspirez? Est-ce que vous faites des collaborations, des workshops, des choses comme ça? Ah oui, absolument. Donc nous sommes en permanente collaboration avec le groupe. Et donc la stratégie digitale est co-construite de façon internationale, puisque IKEA est un système de franchise. Le groupe, c'est Inca. Et le franchiseur, c'est Inter-IKEA. Et donc nous travaillons à 80% en collaboration à l'international pour construire une stratégie qui soit uniforme, mais qui prenne en compte également les spécificités locales et culturelles de chacun des pays. Alors Inca, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je l'ai découvert en vous interviewant et puis en travaillant avec votre service de la communication qui m'a apporté beaucoup d'insights. Vous, Ikea, l'Inca, c'est l'immobilier, en fait, l'immobilier retail. Alors c'est le franchisé en fait, et le franchiseur est Inter. D'accord, ok. Donc c'est un groupe un peu qui a réussi à s'établir dans différentes dimensions. Exactement, exactement. Mais la particularité, c'est lorsque vous allez dans un magasin en Australie, un magasin Ikea, vous allez avoir exactement les mêmes points de repère que si vous venez en France. Donc l'intérêt, c'est d'avoir effectivement uniformisé la connaissance des parcours clients et donc tout ce qui est, on va dire, le parcours usuel du consommateur. Et les directeurs du digital, vous avez de l'autonomie dans vos décisions ou tout est vraiment poussé de top-down ou transversalement en fait? On a la chance d'avoir beaucoup d'autonomie. Alors on travaille en transparence, c'est-à-dire que toutes les idées pertinentes qu'on peut voir dans un pays, on va les partager avec le groupe. On va évaluer la réutilisation, donc la pertinence pour d'autres pays. Et en fonction de la pertinence, si par exemple c'est pertinent pour 2 pays, on va peut-être travailler en cluster localement avec ces 2 pays pour déployer le type de parcours client. Si inversement, on estime que c'est un bénéfice pour l'ensemble des pays, eh bien nous allons monter au niveau groupe, avoir une solution qui soit suffisamment générique pour qu'on puisse l'appliquer à l'ensemble de nos magasins dans l'ensemble de nos pays. Très intéressant, parce qu'effectivement, dans des groupes de 220 000 personnes, on se dit qu'on est un peu moins agile peut-être, mais finalement, ce n'est pas tout à fait le cas. Non, et tout le challenge, en fait, c'est quand on est une grande entreprise, garder l'esprit d'une start-up, parce qu'il faut pouvoir aller vite. Donc pour nous, on a 2 points qui sont extrêmement importants. C'est le focus. Quand on commence quelque chose, on y reste et on le termine. Et le deuxième, c'est la rapidité. Donc si on n'a pas, dans une grande structure comme Ikea, cette approche de mindset start-up, on perd une composante, on devient moins compétitif. Donc on a cet équilibre qu'on essaye de maintenir en étant une grande entreprise, mais avec un esprit de vitesse. Merci. Aldric, est-ce que tu penses que tu as aussi un esprit start-up chez Crédit Agricole avec une fonction data, intelligence artificielle pour un groupe dont tu es le CDO, qui a 150 000 collaborateurs dans le monde? Alors en fait, j'ai plusieurs esprits, moi. Très bien. En fait, on a un groupe uni et décentralisé. Donc ça veut dire que dans la même enveloppe d'un groupe Crédit Agricole, 154 000 collaborateurs, en réalité, vous avez des tas de choses très différentes. Vous pouvez avoir des boîtes qui font 10 000 personnes, d'autres qui font 50. On a par ailleurs effectivement une dimension start-up. On a notre propre start-up studio qui s'appelle La Fabrique by CA. Et puis c'est pas très connu, mais on est aussi le plus grand incubateur de start-up d'Europe, puisqu'on a le réseau des villages by CA, et conformément à l'ADN du Crédit Agricole, il est décentralisé. Alors évidemment, il y a un village amiral qui est le premier qui a été créé, qui est sur Paris, mais après ça a irrigué en région et même à l'international, ce qui fait qu'il y a à peu près une 50aine de villages, plus de 1000 startups incubées, et on ne se rend pas compte, mais c'est par exemple plus gros que Station F, quoi. Voilà. Je connais celui de Sophia Antipolis, qui est merveilleux, qui est l'équivalent de la Silicon Valley française. Et effectivement, vous avez tout votre écosystème autour. Et toi, par rapport à cette fonction, tu travailles avec qui exactement? Moi, je travaille avec tout le monde. C'est ça qui fait un peu le sel de la fonction. Et tout le monde, on va dire, sur 2 dimensions. Moi, je suis rattaché à une direction qui s'occupe globalement de technologie. Donc, c'est ni les socles ou les plateformes ou les outils technologiques, c'est les technologies, donc c'est aussi les usages. En transverse, en fait, de tous les métiers possibles de la banque. Donc, ça veut dire, par exemple, que avec ma casquette de Chief Data Officer, j'anime une communauté de plus de 120 Chief Data Officer d'entités, avec à peu près
tous les niveaux de maturité dedans, de la très grosse boîte qui était quasiment data-centrique dès le départ, comme je sais pas, Sofinco qui fait du crédit à la consommation, à des entreprises qui, elles, sont beaucoup plus petites, qui ne sont pas parties nativement en data-centrique et sur lesquelles il faut essayer finalement de les faire monter en compétences et d'éviter qu'on ait un groupe qui se polarise, c'est-à-dire en gros ceux qui sont déjà bons, qui ont des moyens, qui ont une culture qui avance toujours plus vite, les technologies permettent ça, et puis les autres qui sont un peu plus en difficulté, qui restent de côté. Donc ça, moi je suis un peu la force de rappel qui permet d'éviter ça. Et on a un groupe multimétier, c'est-à-dire on a par exemple dans la même entreprise, c'est pas très connu non plus, mais on est producteur d'énergie. On s'occupe aussi de tout ce qui est santé sur le territoire, donc c'est-à-dire qu'on organise et on favorise l'accès aux soins, le bien vieillir sur les territoires. On a autre métier traditionnel de banque de proximité, on est le premier financeur de l'économie française. Donc voilà, toute cette diversité, il faut l'embrasser dans une fonction Chief Data et AI Officer du groupe qui doit prendre en compte la diversité, mais aussi le fait qu'à un moment donné, il y a des incontournables qu'il faut faire respecter, notamment ce qu'exigent nos régulateurs. Voilà. Ah, d'accord. Donc là, effectivement, le régulateur, c'est le petit caillou dans la chaussure, peut-être, qui n'est pas facile à gérer, surtout quand il y a des nouvelles règles européennes qui se focalisent sur la sécurité. Ouais, alors nous, les banquiers, on a facilement tendance à se plaindre des régulateurs. Après, il ne faut pas non plus trop surjouer. Le côté en fait un peu handicapant, on va dire, de la réglementation, c'est que c'est souvent assez stratifié et que ça pourrait être plus simple. Je prends par exemple dans le sujet qui va nous occuper sur l'AI Act, il y avait une façon de rédiger beaucoup plus simple. Le problème, c'est que le texte, il a vécu depuis 2021 un certain nombre d'aléas en termes de lobbying, donc c'est complexe. Ceci étant dit, c'est rarement ça qui nous empêche d'être innovants. Et donc en fait, il n'y a pas besoin d'attendre une réglementation pour bien faire les choses. Sur l'intelligence artificielle, dès le départ, en fait, on est parti sur des logiques, par exemple de certification, de labellisation RSE, qui sont déjà mieux disantes que ce qu'exige l'AI Act en matière de fabrication et utilisation d'intelligence artificielle, quoi. Parfait. Et concernant maintenant l'intelligence artificielle, puisque Eldrick nous passe le flambeau, j'aimerais, Christophe, que tu définisses ce que vous faites dans l'intelligence artificielle et ta propre définition de l'intelligence avec le slide que tu nous as préparé. Oui, donc je vais essayer de vous donner de la visibilité sur ce qu'on fait avec l'IA chez Ikea. Alors on a une approche très pragmatique, parce qu'on reconnaît que c'est un terrain d'exploration. Donc on a des convictions basées sur des intuitions, mais on explore ce terrain. Et pour bien clarifier de quoi on parle, on va parler de l'IA générative et pas de l'IA traditionnelle. Parce que l'IA traditionnelle, on en fait maintenant depuis 8 ou 9 ans chez Ikea. Par exemple, lorsque vous allez sur le site e-commerce, les recommandations produits que vous pouvez voir sur le site, c'est de l'IA traditionnelle, donc de l'IA qui a été entraînée à faire une tâche spécifique. Donc nous, on est maintenant sur l'IA générative. Tout le monde a connu le boom il y a 1 an et demi, 2 ans avec OpenAI. Et on a, et je vais expliquer pourquoi, positionné l'IA générative comme étant un game changer pour l'entreprise. Mais un game changer qu'on doit utiliser de façon prudente, de façon avertie, parce que toute opportunité arrive également avec des risques. Donc pourquoi est-ce qu'on a positionné l'IA générative comme étant un game changer? Pour 2 raisons. La première, c'est que dans l'IA générative, il y a une brique qui s'appelle le langage, le LLM. Et donc, lorsqu'on discute avec la voix, ou lorsqu'on écrit à travers un chat sur un prompt d'IA générative, cette mécanique comprend ce qu'on lui dit. Si on pose une question, l'IA comprend la question. Si on pose un problème, le problème peut être écrit sur 80 lignes. L'IA générative, le LLM, le langage, va comprendre exactement, sans oublier le moindre détail. Ce que le cerveau humain ne fait pas systématiquement. On partage un problème avec un cerveau humain de 80 lignes, il va oublier certains détails. Donc la première brique, c'est la capacité de comprendre ce qui est exprimé par un être humain dans le langage naturel. Et j'ouvre une petite parenthèse, parce que tous les sites web que l'on connaît, tous les intranets qui ont aujourd'hui une navigation avec des liens, on se dit est-ce que je mets le burger menu à gauche, à droite, est-ce que je mets le moteur de recherche ici, tout ça est normalement voué à disparaître au fil du temps, parce que si on a
réfléchi à l'ergonomie des sites, c'est parce qu'il n'était pas possible pour un humain de parler à la machine en langage naturel. Maintenant qu'on peut le faire, les choses vont évoluer très vite. Je ferme la parenthèse. Donc j'étais sur la première brique qui était la compréhension d'un problème ou d'une question. Maintenant, la deuxième brique, qui fait que la somme des deux va être un game changer, c'est que l'IA générative, avec ce qu'on appelle un RAG, alors désolé, c'est un mot un peu barbare, Retrieval Augmented Generation, le RAG permet d'indexer des contenus, donc par exemple de l'historique de vente, des verbatim clients sur des expériences post-achat, des historiques de retour produit, des données de PNL. Donc on peut, dans l'IA générative, indexer, donc envoyer des données dans la base, et donc l'IA est capable de retrouver la bonne donnée, les bonnes données, de les agréger, de les transformer en fonction du problème qu'on a posé avant. Donc maintenant, si on combine les deux, la capacité de comprendre un énoncé de problème et la capacité d'indexer massivement de la donnée, eh bien, on a créé quelque chose, une entité qui est capable de résoudre des problèmes. Maintenant, dans le retail, quand on regarde nos métiers au quotidien, que l'on bosse à la finance, que l'on bosse à la logistique, au marketing, à la vente, dans les équipes RH, on passe beaucoup de temps à résoudre des problèmes. Et donc, si notre métier, c'est souvent de résoudre des problèmes et que l'IA générative avec les deux composantes qu'on vient de voir aide à résoudre les problèmes, voilà pourquoi on a un game changer. Et donc, du coup, on a une stratégie derrière ça. Je ne sais pas sur quel slide on est, mais si on va sur le suivant, voilà. Donc, le paradigme de résolution de problèmes évolue de facto avec ce qu'on vient de dire. Puisque, par exemple, revenons sur un problème de taux de conversion. Dans nos magasins, nous avons des rayons, des catégories de produits avec parfois des taux de conversion qui ne sont pas au rendez-vous. Que fait l'expert en vente pour comprendre pourquoi la conversion n'est pas là? Eh bien, il va analyser les données de vente, il va analyser les données de visite et puis faire des hypothèses sur pourquoi le taux de conversion a baissé. Ça, c'est le paradigme d'avant l'IA générative. Avec l'IA générative et ce qu'on a dit, on passe au deuxième paradigme qui est qu'au lieu d'avoir le cerveau humain au contact des données pour réfléchir à la solution d'un problème, on a la chance d'avoir une approche bicéphale. Le cerveau humain est combiné avec un cerveau virtuel. Et donc, à eux deux, ils vont interagir avec la donnée, mais on voit tout de suite comment le cerveau humain est empoweré, alors, désolé pour l'anglicisme, et en tout cas est boosté et rend l'humain plus autonome et plus rapide et plus précis dans sa capacité à résoudre les problèmes. Donc l'humain augmenté en fait. L'humain augmenté, exactement. Et on peut prendre la métaphore parce que souvent, alors voilà, il y a une problématique qui est, mais alors l'humain par rapport à la machine. L'idée c'est que la machine ne remplace pas l'humain. La machine est là pour aider l'humain à faire mieux ses tâches au quotidien sans avoir besoin d'investir plus. Et c'est vraiment la philosophie qu'on essaye de développer et qu'on a commencé de développer chez Ikea. Et donc comment ça se traduit, si j'ai encore un petit peu de temps, c'est une stratégie de construction d'assistants individuels, donc 12 000 collaborateurs à qui on va proposer un assistant expert dans le domaine d'expertise du collaborateur pour l'assister au quotidien, mais en ayant au préalable fait une conduite du changement, parce que ce qu'on dit là, ça paraît un peu... on a l'impression de prendre quelques jets dans la figure, hein, ça part très très vite. C'est un peu technique, mais on s'accroche. Et donc, on ne veut pas laisser nos collaborateurs avec un outil technique dont ils ne maîtrisent pas les potentiels risques. Et donc, c'est pour ça que nous avons commencé il y a 1 an avec une conduite du changement, pour expliquer ce qu'est l'IA générative, expliquer les opportunités mais également les risques, ce que ça peut résoudre, ce que ça ne peut pas résoudre, les biais, voilà, tout ce qu'on connaît, tous les dangers qu'on connaît autour de l'IA. On ne peut pas mettre entre les mains des collaborateurs des chats experts tant qu'on n'a pas donné la lucidité, la compréhension et la réassurance également pour dire que l'IA est ici pour m'épauler et pas pour me remplacer. Et donc ça à travers des webinaires. Et c'est ça, j'imagine que des collaborateurs ont pu avoir peur de perdre leur job en fait à un moment donné. Et c'est tout à fait humain, tout à fait humain. On est tous voilà, humains. Et donc, quand on voit une entité qui réfléchit et qui peut faire le travail à notre place, c'est normal qu'on se pose la question. Et c'est là où l'erreur stratégique serait effectivement d'avoir ce raisonnement. Alors qu'en réalité, les métiers évoluent et on fait beaucoup plus et beaucoup mieux sans avoir besoin d'investir plus dès l'instant où on est épaulé. Et si on prend par exemple le Copilot de Microsoft, Copilot s'appelle Copilot parce qu'il n'est pas le pilote et il n'y a pas de copilote sans pilote. Donc l'humain
l'humain restera toujours le pilote de l'IA, mais l'humain va obtenir cette force de frappe, notamment dans l'analyse, dans les métiers intellectuels, qui va lui donner un coup de boost qui sera extrêmement vertueux pour l'ensemble de l'entreprise. Mais encore une fois, la conduite du changement est clé parce que ça peut très vite partir en dérive et puis produire des résultats qui ne sont pas les bons. Intéressant, intéressant, effectivement. Ça donne envie de s'y intéresser et surtout de comprendre comment l'humain s'adapte et se dit, tiens, ça va pas pouvoir être un outil pour faciliter mon travail, mais pas pour me remplacer. Chez toi, Aldric, au Crédit Agricole, comment tu définirais l'intelligence artificielle pour les collaborateurs et en quoi ça fait de l'empowerment, que ce soit pour les collaborateurs, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires ou dans les process? Oui, alors évidemment, on faisait nous aussi de l'IA bien avant novembre 2022 et l'arrivée de ChatGPT. Pour autant, il s'est passé quelque chose et on a pris l'occasion pour rechallenger notre stratégie IA. Donc évidemment, comme tout le monde, on a vu qu'il y avait beaucoup besoin d'acculturation, qui se transforme progressivement en formation. Aussi le sujet de la protection des données. Une banque, c'est avant tout un tiers de confiance. Donc évidemment, il faut faire attention à nos données, mais aussi et surtout celles des clients. Beaucoup d'expérimentation, je l'ai dit, on a un réseau, enfin une structure qui est très décentralisée, ce qui signifie que consubstantiellement au Crédit Agricole, on assume le fait que chaque métier doit s'emparer de l'expérimentation au niveau local pour comprendre et apprendre. Et en fait, on n'apprend jamais mieux que quand on est confronté au cas d'usage, qu'on regarde les difficultés que ça pose, les enseignements qu'on peut en tirer. On a juste organisé le partage et aussi la sécurisation, puisqu'en fait, évidemment, on fait pas ces expérimentations-là sur des environnements publics. Donc, on a mis le nécessaire à disposition et on a assumé que pendant quasiment un an, on allait faire beaucoup d'expérimentations pour apprendre, tirer des enseignements. Ce que ça nous a permis de voir, c'est qu'il y avait tout un tas de possibilités de cas d'usage sur lesquels il fallait rechercher un équilibre entre le potentiel et puis les risques qu'on prenait. Logique. En insistant, et on l'a vu dès le départ, sur la notion de risque de dépendance technologique. Alors évidemment, avec ce qui s'est passé il y a peu longtemps, le bureau Oval, ça prend une autre tournure. Mais dès le départ, on s'est dit, même si ça coûte un peu plus cher, il faut qu'on ait des solutions qui soient agnostiques aux fournisseurs de cloud et puis également qui aient la capacité à pivoter entre différents fournisseurs de LLM. Et donc ça a pris le temps pour être fait, mais on a considéré que c'était hautement stratégique. Et donc vos collaborateurs, ils sont augmentés aussi comme chez Alors, Ikea? J'y viens. Ce qu'ensuite on a vu, c'est qu'il fallait probablement se recentrer sur une stratégie de déploiement nativement à l'échelle sur des cas à forte valeur et donc probablement abandonner certaines choses qui étaient, on va dire, d'un intérêt assez limité. Et la réaffirmation hautement stratégique, c'est qu'on a choisi de réaffirmer le rôle de l'humain avant de parler du rôle de l'IA. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, vous voyez que l'IA, et notamment l'IA générative, ça évolue extrêmement rapidement. Si vous laissez planer l'idée que c'est une compétition permanente entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine, vous n'êtes vraiment pas dans la réassurance des collaborateurs. Et donc très tôt, on a dit non. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaffirmer ce qu'on veut vraiment que nos collaborateurs fassent. Et ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est qu'ils contribuent sur des tâches qui sont plus intéressantes pour la relation client. Alors évidemment, ça n'a pas la même représentation quand vous êtes en front de client ou vous êtes en middle office ou en back office. Mais si je prends un exemple sur le crédit, ou si vous êtes dans un back office crédit, on préfère que vous passiez du temps, par exemple, pour modifier un dossier de crédit de façon à ce que la signature chez le notaire du client puisse se faire en temps voulu, plutôt que de trier des emails. C'est un exemple, mais vous voyez bien que même s'il n'est pas directement face au client, le collaborateur, en faisant ça, il est plus contributif. Donc clairement, l'IA, on l'utilise pour diminuer certaines tâches administratives, pour réemployer ce temps, pour le mettre sur les tâches plus contributives à la relation client. Et on l'utilise également, et ça fait le parallèle avec ce qui a été dit sur les capacités de l'IA générative, pour faire en sorte que l'expérience client humaine et digitale soit plus fluide. Plus fluide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on casse les petits cailloux qui sont sur le chemin, type vous remettez des justificatifs, et puis après il faut les analyser par un humain, etc. Ça veut aussi dire plus personnalisé, ce que permet la compréhension fine des interactions. Et ça nous emmène progressivement vers ce qu'on appelle la banque conversationnelle. Alors je dis progressivement parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue formel, on n'est pas complètement certain
qu'on pourra ouvrir directement à la clientèle des systèmes d'IA générative. On investit beaucoup en R&D, mais oui, le problème des hallucinations ou le problème des risques d'attaque cyber sur cette forme d'IA-là, il n'est pas formellement craqué. C'est-à-dire vous le réduisez, mais à un moment, il y a un seuil d'acceptation. Moi, j'ai par exemple des équipes de Red Teamer IA, donc des hackers éthiques. Globalement, il n'y a aucun système d'IA ouvert au client final qui leur résiste, quoi. C'est-à-dire même des choses qu'on pignon sur rue, quoi. Et ça, tu peux le dire publiquement devant une audience que... Il n'y a aucun système d'IA ouvert à l'externe qui est inattaquable. Ah oui. Et vous les utilisez quand même? Non, mais on ne les ouvre pas au client final. D'accord, d'accord. Le risque, c'est quand vous vous exposez à l'extérieur. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison de vous faire hacker par un collaborateur interne, même si on met des couches pour vérifier ça. Mais à partir du moment où ce n'est pas ouvert, ce n'est pas un problème. En fait, le vrai sujet, à mon sens, c'est de se poser la question par rapport à votre business. Évidemment, ce n'est pas tout à fait pareil si vous travaillez, je sais pas moi, si vous êtes quelqu'un qui fait de la grande distribution et vous mettez un chatbot à disposition, ou si vous êtes une banque, vous donnez un conseil financier ou vous octroyez un crédit. Donc ça, c'est à relativiser ce que je viens de dire, mais en l'état en fait des risques de cette technologie-là, aujourd'hui, on est toujours dans un mécanisme de délégation où il y a un contrôle plus ou moins fort de l'humain. Ce contrôle, ça peut être ce qui a été dit, c'est-à-dire je travaille avec l'IA, donc la notion augmentative. On voit bien que quand vous déléguez avec un collaborateur, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire vous le challengez, il vous le challenge en retour. C'est on va dire le premier niveau de délégation quand on a vraiment confiance. Jusqu'à on contrôle systématiquement le travail qui a été fait parce que le résultat est soumis par l'intelligence artificielle et on va par exemple vérifier les sources pour s'assurer qu'il n'y a pas d'hallucination. Voilà. Parfaitement compris. Merci pour ces explications. Il faut s'accrocher un peu pour les comprendre, mais on voit très bien les différentes questions que vous posez en interne. Alors Thomas, tu vas nous parler déjà pour mettre un peu des éléments de contexte et puis pour les personnes qui sont dans la salle, tout n'est pas forcément clair sur le retail média. Et est-ce que tu peux nous redire de ce dont il s'agit et ce dont il s'agit spécifiquement chez VP Ad et comment l'intelligence artificielle vous aide ou aide les marques? Ok. Alors, retail média, pour ceux qui ne savent pas, et pour essayer d'être pédagogique, c'est une activité qui a pour vocation, chez les retailers, à commercialiser, monétiser aussi bien le trafic chez un retailer que la data du retailer. Ça, c'est la définition de base du retail média. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans le retail média, c'est l'impact que cette activité, assez récente d'un point de vue de la terminologie, a sur deux marchés publicitaires, enfin deux marchés mondiaux, celui des retailers et celui de la publicité. C'est un game changer, je t'emprunte l'expression, pour les retailers, pour une question de modèle économique. Un retailer, tous les retailers ont des marges globalement assez faibles, notamment dans la grande distribution. Et là, pour la première fois, ils découvrent une activité qui va être extrêmement profitable, avec des taux à 2 chiffres supérieurs à 50% et qui vont leur permettre d'améliorer leur profitabilité. C'est pour ça qu'ils s'y mettent tous, en fait. Presque tous. Ils s'y mettent presque tous. Il y a Pas Ikea à ta droite. Oui, mais pour des bonnes raisons, parce que Ikea est un retailer, n'est pas un distributeur. En tout cas, il distribue sa propre marque. Donc, pour faire du média, sous certains aspects, il faut créer une compétition entre plusieurs marques. Et là, en l'occurrence, Ikea est en monomarque. C'est moins légitime. Mais donc, le principe à retenir sur le retail média, pourquoi c'est intéressant et pourquoi vous en entendez parler? Parce que ça change le modèle économique des retailers. Ça a changé le modèle économique d'Amazon. Vous avez tous entendu parler pendant des années que la source de profit d'Amazon, c'était AWS, que ça faisait 60% de la profitabilité d'Amazon au global, que ça finançait la croissance d'Amazon. C'est une totale réalité, mais ça a été supplanté par leur activité Amazon Ads, qui est devenue encore plus profitable que Amazon Services, qui repose sur un modèle avec énormément de CAPEX. Ça, c'est la première évolution et c'est valable partout dans le monde. Aux États-Unis, en France, les retailers ont leur modèle économique qui change à cause du retail média. La deuxième évolution majeure concomitante, c'est que ça change totalement le marché de la publicité. Donc, le marché de la publicité, c'est le marché des gens qui vendent de la pub ou les gens qui conseillent les marques pour acheter de la publicité. Un exemple,
Google et Facebook ont changé le marché de la publicité il y a 20 et 10 ans. Ils sont devenus respectivement numéro 1 et numéro 2 de la publicité mondiale. Le numéro 3 de la publicité mondiale, toutes plateformes confondues, on, off, télé, radio, tout ce que vous voulez, c'est devenu Amazon. Le retail média aujourd'hui, pour une raison que je vais vous expliquer qui est très simple, est devenu un réflexe chez les marques. Une marque qui décide de faire de la promotion de ses produits ou de sa marque. Donc promotion de ses produits, c'est de la performance, bas de funnel. Promotion de sa marque, awareness, haut de funnel, va dorénavant considérer comme prioritaire avec le search, le retail média. En d'autres termes, je suis une marque. Ma priorité lorsque je dépense de l'argent, c'est de faire du retail média et du search. Pourquoi ? Pour une raison qui est d'une évidence biblique, on le dit, mais qui est réelle. C'est que le retail média offre aujourd'hui au marché publicitaire l'environnement le plus qualitatif possible pour faire de la publicité. C'est simple, je positionne ma pub juste avant que j'achète quelque chose. Et là, il n'y a que 2 endroits au monde qui sont vraiment intéressants du coup pour faire de la publicité. Quand je pense à quelque chose, Google. La première chose que je fais quand je pense à quelque chose, je le dis à Google. Et donc là, c'est le moment publicitaire le plus important qui existe. Et le deuxième, c'est le retail média, c'est de vous mettre une pub juste avant que vous allez acheter quelque chose. Au moment où vous êtes dans un magasin, vous allez acheter une boîte de gâteaux et là, vous avez une pub pour Pépito qui vous dit « Ah, il faut que tu prennes Pépito ». Il n'y a pas plus performant. On peut faire Pépito, je ne sais pas si ça existe encore comme marque, comme magasin, mais en tout cas, Clarins travaille avec vous. Si on peut prendre un exemple d'un vrai client qui est dans le luxe et qui accepte qu'on en parle, on ne va pas rentrer dans le détail, mais Clarins, c'est un bel exemple sur l'utilisation du retail média avec VP. Oui, on a 3000 marques avec lesquelles on bosse, mais Clarins, effectivement, fait partie des marques avec lesquelles on travaille beaucoup sur le retail média, que ce soit sur notre site. Donc, pour que la marque soit présente à certains moments du parcours client de nos membres pour promouvoir ses produits, interagir avec nos membres, générer du contenu et générer également de la performance. Mais c'est aussi une marque qui va utiliser la data de VP pour acheter de la publicité par ailleurs, cibler différemment les internautes. Donc, si on résume cet exemple premier que tu nous as donné, celui d'Amazon, Amazon a 80% du marché du retail média. Comment faire pour le détrôner ? Aujourd'hui, Amazon a un petit peu moins, mais reste un petit peu moins parce qu'il y a une très forte croissance des autres retailers. L'objectif, en fait, ce qu'il faut avoir en tête sur le marché du retail média, c'est que c'est un marché pénurique. Pour bien le comprendre et pour comprendre sa valeur, le retail média est un environnement, à la différence de tous les autres environnements digitaux, qui est fini. Il y a peu de trafic. Pour utiliser une image assez simple, regardez-vous tous comment vous utilisez votre smartphone au quotidien. Vous utilisez grosso modo énormément de réseaux sociaux, pas mal de vidéos pour regarder du streaming, un petit peu d'informations, un petit peu de casual gaming et un tout petit peu, et heureusement, de e-commerce. Le e-commerce représente finalement une part infime de votre consommation. Et c'est représentatif des inventaires publicitaires disponibles. L'inventaire sur Facebook est infini. Il y a beaucoup plus d'inventaire sur Facebook qu'il n'y a de demandes publicitaires. L'inventaire publicitaire sur le casual gaming, qui est un usage de votre quotidien, est infini. Et encore une fois, il y a beaucoup plus d'inventaire disponible que de demandes. Le retail média, c'est exactement l'inverse. Il y a plus d'annonceurs qui veulent acheter sur le retail média que de places disponibles parce que l'inventaire est extrêmement faible. Ce qui nous amène à avoir des stratégies et une vision différentes, ce qui nous oblige finalement, vu qu'on a un taux de remplissage qui est quasiment de 100%, à plutôt travailler sur l'exportation de notre connaissance client en dehors de nos environnements. Et c'est là où est la bataille, parce que Amazon, aujourd'hui, a cette part de marché, parce qu'il a une part de marché retail en France, une maturité de sa monétisation. Mais le vrai combat aujourd'hui pour, par exemple, un VP, on est présent en Europe et on a un taux de remplissage sur la publicité sur notre site qui est supérieur à 95%. Donc, in fine, stratégiquement, ça veut dire qu'on est quasiment plein sur l'intégralité de l'année. Donc le vrai combat, il est plutôt à l'extérieur.
comment, et c'est l'exemple d'un partenariat qu'on a fait avec M6, comment demain je permets à mes marques, enfin c'est pas demain, c'est aujourd'hui, on le fait déjà, mais les marques sur VP vont acheter de la publicité sur M6, mais diffusée uniquement à des clients VP de cette marque et qu'on puisse les suivre par ailleurs, bien évidemment, dans un sur monde... Sur M6, mais pas seulement. Sur le DOH aussi, sur les publicités extérieures, sur les écrans. On a des capacités programmatiques qui nous permettent effectivement d'afficher une publicité sur un panneau DOH parce qu'on a qualifié ce panneau comme étant un panneau qui avait une probabilité élevée d'être diffusé devant une typologie de population. Et donc, en l'occurrence, on diffuse une publicité qui correspond à ce type de persona. DOH, pour la définition, pour les personnes dans la salle. C'est les panneaux publicitaires animés dehors. Donc voilà, vous avez les panneaux pas animés et les panneaux animés. Outdoor display. Merci Exactement. beaucoup pour ces explications. Alors, Aldric, comment ça te fait réagir, j'imagine, par rapport à la data et la protection des données? Notamment, tu parlais du Digital Act et de la législation qui arrive, parce que c'est un vrai sujet quand même sur comment on a le droit ou pas d'utiliser les données des consommateurs pour la personnalisation aussi. Indépendamment de la réglementation, dans une ancienne vie, effectivement, j'avais le marketing digital. Moi, ce qui me semble important, c'est la compréhension des dispositifs pour pouvoir les maîtriser. Et les maîtriser, ça veut dire, est-ce qu'on a réellement besoin de ce dispositif-là pour assurer une performance sur une action commerciale? Et puis, à l'intérieur, la problématique, effectivement, de la data. En tout cas, moi, je sais que quand j'exerçais les fonctionnalités de marketing digital, il y a quand même des tas de cas où le chef de produit marketing n'était pas capable de m'expliquer ce que ça faisait. Et j'avais pas non plus d'explication très satisfaisante de la part de ceux qui proposaient les dispositifs. Et donc, on est très ouvert. Simplement, je pense qu'il y a quelque chose auquel il faut jamais renoncer, c'est comprendre à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile, et les données que j'utilise, est-ce que réellement les gens auxquels ces données appartiennent ont consenti de manière libre et éclairée. Enfin, et là, on revient sur la réglementation qui est le RGPD. Au-delà de ça, une fois qu'on assure cette maîtrise et qu'on assure les respects des droits des citoyens à faire valoir un consentement ou à une opposition, moi je suis très ouvert sur les dispositifs. Il faut quand même avoir en tête aussi que nous, par exemple, banque, globalement, on a une sous-utilisation chronique de notre donnée, alors first party en l'occurrence, mais la donnée qu'on détient. Et que par conséquent, il y a un vrai sujet qui est d'importance vitale pour nous, c'est de pouvoir déjà exploiter la donnée dont on dispose, dont on a nous-mêmes collecté le consentement auprès des clients. Et ça, on voit, je prends un exemple tout simple, on a 6 milliards d'interactions digitales avec les clients des caisses régionales chaque année. Aujourd'hui, il suffit de gagner 1 point d'efficacité sur ces 6 milliards d'interactions pour lever quasiment toutes les problématiques de marketing qu'on peut avoir dans les équipes centrales, des sièges des directions des caisses régionales ou du groupe. Et ça, on n'y est pas encore. Et c'est là où l'IA, la fameuse banque conversationnelle que j'ai expliqué, a une grosse valeur ajoutée. C'est qu'à un moment donné, en ayant une donnée hyper fluide, ce qu'on n'a pas encore tout à fait, et des moteurs qui ont la capacité à interpréter ce que signifie cette donnée, on aura les moyens d'exploiter ces carrefours d'audience et finalement de réussir le tour de force qui est d'avoir une expérience client à la fois fluide et productive d'un point de vue commercial. Je fais toujours le parallèle avec nos équipes marketing et distribution. Je leur dis, mais attendez, vous faites des ciblages. Le principe du ciblage de base, vous avez un produit, vous cherchez les gens auxquels le vendre. Bon, c'est du marketing de base. Quand vous êtes en banque et que par exemple vous voulez faire intervenir un humain dans ce ciblage, ça veut dire un appel sortant, un email, etc. La probabilité pour qu'un client qui n'a pas demandé finalement soit disponible pour recevoir ce type de démarche-là, elle est quand même très faible. Alors qu'à l'inverse, si c'est une sollicitation intercalée dans une expérience client digitale, donc les 6 milliards d'interactions, et que lui-même vous donne l'indication qu'il pourrait potentiellement être intéressé, bah là, vous travaillez non seulement quelque chose qui est moins invasif pour le client, et en plus qui est beaucoup plus pertinent et performant d'un point de vue distributif pour vos collaborateurs. Et donc ça, je pense qu'il y a quelque chose de vital de vraiment utiliser ces capacités de data et IA fluide au cœur de l'interaction digitale. Très intéressant. Et on a des questions. Donc cette première question, quel est votre indice de confiance dans les éditeurs de LMM ?
Et sécurité de la data, espionnage, est-ce que Christophe, tu as une réponse ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plein de LLM qui sont mis à disposition aujourd'hui des entreprises. Bon, ChatGPT en fait partie, Claude Sonnet, Copilot. C'est une question de relation contractuelle qu'on va établir avec le fournisseur en question. Nous, par exemple, chez IKEA, on travaille avec Microsoft. La sécurité de la data, la protection des données personnelles sont au cœur de nos préoccupations. Donc, ce que l'on fait, nous, en tout cas, c'est qu'on blinde au maximum toutes les clauses contractuelles pour s'assurer que la sécurité au niveau IT, au niveau données personnelles, et la confidentialité des données, bien sûr, soit protégée voilà, à 100%. Alors, on sait que le risque zéro n'existe pas, on sait qu'il y a tout le temps des failles, mais c'est une relation contractuelle qui nous assure, en tout cas, la qualité au niveau d'exigence que l'on a posé au moment de la contractualisation. Merci. Est-ce qu'une autre question je veux bien rebondir sur celle-là. Vas-y, bien sûr. En fait, moi, je fais le parallèle assez direct. Vous savez, à une époque, il y avait le sujet des transferts de données hors Union européenne. Donc, en Union européenne, on a le RGPD. Et donc, la question de l'équivalence des réglementations étrangères, notamment de la réglementation US, parce que bon, faut quand même dire qu'on est dans une forme de dépense quand même qui doit être de l'ordre de 70-75% vis-à-vis des éditeurs, des fournisseurs américains. Et en fait, dans l'avis qui a été rendu, ça s'appelle le Data Privacy Framework, il était spécifié, il faut mettre en place des clauses contractuelles type pour effectivement se prémunir en cas de transfert de données hors UE. Et tout le monde reconnaissait, et ça a été écrit par la CNIL, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des garanties techniques. Si on transpose ça dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez au contrat. Je pense que ça vous fait plaisir et après, vous pouvez effectivement aller au tribunal. Mais la réalité, c'est que si on ne fait pas attention en mettant des mesures techniques en place, ça sera quand même très, très compliqué. Et donc, si je transpose ça dans notre stratégie à nous, globalement, comme tout le monde, on utilise les clouders, mais on a la capacité à pivoter entre les clouders. On fait très attention en filtrage en entrée sur ce qu'on met comme données dans les LLM. Et on est en train en fait d'internaliser des capacités de LLM. Ce n'était pas tellement possible il y a 2 ans parce qu'il y a eu un phénomène de miniaturisation des LLM là, qui commence à bien fonctionner. Vous avez des très belles performances avec des LLM maintenant qui sont 15-20 fois plus petits en termes de nombre de paramètres, donc de place occupée dans les data centers. Et ça nous ouvre une perspective, c'est de pouvoir réinternaliser l'intégralité du service rendu par le LLM ou le Small Language Model à l'intérieur de nos data centers, puisqu'en fait au Crédit Agricole, on a des data centers qui nous appartiennent et qu'on opère. Et donc là, la perspective ouverte, par exemple, et qui a été un peu, on va dire, dans le cœur de l'actualité par DeepSeek, elle est assez phénoménale, parce que ça veut dire qu'on va, je pense, dans un mouvement d'internalisation de ces capacités-là, qui nous permettra de fonctionner en vase clos en termes de données. Ah oui, ça, c'est effectivement, ça ouvre une certaine confiance, en tout cas, sur la notion de sécurité. Thomas, sur cette question, peut-être la suivante, à moins que vous vouliez parler des LMM aussi. Non, mais juste sur la sécurité, c'est un sujet qui a été pris il y a 4 ans chez VP. La décision d'internaliser l'intégralité de la donnée dans nos propres data centers a été prise. Et vous avez beaucoup de techniciens, ingénieurs ou développeurs chez vous? Quelle est la proportion par rapport à... Il y a à peu près 700 personnes. Combien? 700. 700 ingénieurs, développeurs chez VP. Enfin, c'est l'équipe tech, ouais. C'est quand même très impressionnant. C'est quand même effectivement un métier de la vente privée, mais aussi avec derrière beaucoup de connaissances techniques. Vous pouvez répondre à cette question sur la mise en place des usages, de cas d'usage d'agents augmentés grâce à l'IA-Gen? Très rapidement, parce que je vais pas mal paraphraser ce que mes collègues ont dit. Chez VP, on utilise l'IA premièrement pour les collaborateurs. On leur donne accès à chacun à un agent leur permettant de faire les tâches du quotidien. Très concrètement, on s'aperçoit que sur cette utilisation, on a 3 réflexes. Le premier, c'est le search. Donc en fait...
aujourd'hui, l'IA sert principalement à concurrencer Google. La deuxième, c'est la recherche d'informations, le tri d'informations au sein des drives des collaborateurs. Et la troisième, c'est la traduction, parce que la traduction au sein d'un groupe comme le nôtre, européen, est essentielle pour la communication entre les équipes. Donc très concrètement, chaque collaborateur a accès à l'intelligence artificielle, il l'utilise autour de ces trois principes. Après, d'un point de vue on va dire B2C, interaction avec le consommateur, effectivement, on utilise des formes d'intelligence artificielle comme sur Ikea, depuis un certain temps maintenant, quasiment 6-7 ans, sur la personnalisation en temps réel du site en fonction de la personne qui se connecte. Donc c'est de la recommandation, c'est assez classique. On a essayé d'aller plus loin, que ce soit nous ou même d'autres retailers. On est assez rapidement confronté au retour sur investissement, c'est-à-dire que quand vous décidez, par exemple, d'avoir une page qui s'affiche en fonction du collaborateur et qui fait appel à de l'intelligence artificielle pour générer un contenu spécifique pour un consommateur, très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a une plus-value immédiate sur le taux de transformation, qui est aujourd'hui le KPI, on va dire, roi de l'évaluation de notre relation B2C. Et donc, l'upsell qu'on a sur ce KPI-là ne couvre pas les coûts de l'IA aujourd'hui, par exemple. Et donc on a ce pragmatisme, on est confronté à ce pragmatisme. Alors est-ce que c'est temporaire parce que voilà, la puissance de calcul nécessaire est pour l'instant trop importante par rapport au delivery, et je suis pas assez expert pour mesurer la courbe de progression de l'intelligence artificielle, et comment le coût de l'intelligence artificielle va baisser structurellement plus on va apprendre à l'utiliser. Donc ça devrait peut-être évoluer positivement, mais aujourd'hui il y a beaucoup de cas où ça paraît mieux, mais c'est moins bien, notamment dans la relation B2C. Et enfin, le troisième cas qui est intéressant, c'est dans notre relation B2B. Donc comment on interagit avec les marques. Là, effectivement, c'est sur la génération d'insights. C'est cette capacité à aller cruncher énormément d'informations, de la synthétiser et de la redonner à nos marques pour qu'elles comprennent les forces et faiblesses de leur interaction avec nous et des points d'amélioration. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure humainement d'analyser cette information et de la retranscrire de manière synthétique, rapide et efficiente. Donc on en est là. C'est pas rocket science, c'est assez classique, mais c'est pragmatique. Très intéressant. On va passer à la partie conseil à la salle pour les personnes qui ont déjà appris et qui ont beaucoup d'informations avec ce que vous venez de dire. Quels sont selon vous les do's et les don'ts, justement pour implanter et donner de l'empowerment en utilisant l'intelligence artificielle? Christophe, quelles sont tes recommandations pour la mise en place par rapport à ton retour d'expérience, donc des conseils actionnables aux professionnels qui sont dans la salle? Alors bon, quelques-uns sont affichés, là on pourrait en lister beaucoup, mais je pense qu'il y en a un qui est important, c'est qu'il faut partir d'une vision. C'est pas parce qu'on a une techno qui paraît super excitante qu'il faut la placer systématiquement, hein. On a vu le flop du metaverse, alors que le metaverse représente un potentiel marketing assez intéressant. Donc on part d'une vision, on part d'un problème à résoudre et on voit si la techno y répond. On ne part pas de la techno pour placer de la techno. Donc ça pour moi c'est peut-être un des premiers. Ensuite il y a la dimension humaine, même en premier il y a la dimension humaine. Et lorsqu'on démarre une telle transformation, il faut donner du sens. Si on équipe nos collaborateurs d'IA, il faut leur dire pourquoi avant de leur dire comment. Si on ne dit pas pourquoi, les collaborateurs sont perdus, et moi le premier. Donc on fait un énorme travail sur le storytelling et on crée la réassurance et puis on interroge, on consulte et voilà, on avance avec du sens et on accompagne nos collaborateurs. Donc tout le temps dans les 12. Également on sait que personne n'a craqué le code, hein. L'IA, tout le monde en parle depuis 2 ans, l'IA générative. On n'a pas vraiment craqué le code nulle part. Donc il faut accepter d'avancer sans avoir tout compris. Donc il faut accepter d'être modeste, pragmatique, essayer des choses et puis arrêter quand ça ne marche pas ou s'adapter à ce que l'on observe. Donc moi, c'est les 3 que j'ai mis en tout cas en exergue, qui me semblaient assez importants. Oui, par rapport à une
une audience est essentiellement constituée de marketeurs ou de relations clients. Après, effectivement, il y en aurait beaucoup d'autres. Mais j'ai eu une question, alors elle est très très longue, je ne sais pas si ça va pouvoir s'afficher, mais en tout cas, c'était une question qui était pour toi, Christophe, sur comment vont communiquer, en fait, les IA des clients. Voilà, elle va s'afficher, je pense. Comment elles vont communiquer, en fait, l'IA, le personnel assistant des clients, avec directement l'agent du marchand. Donc là, c'est quelqu'un qui, dans la salle, pose une question un peu plus technique sur un outil, par exemple, qui s'appelle Link AI. Personnellement, je ne connais pas, et qui permettrait à deux intelligences artificielles de communiquer sans interaction humaine. Alors, j'essaye de bien comprendre la question. Oui, c'est pas facile. On n'est pas obligé d'y répondre tout de suite. On peut en reparler un peu plus tard parce qu'elle n'est pas, évidente, cette question. Alors, moi, je ne connais pas Trilink AI. Voilà. Donc, déjà, je ne veux pas dire de bêtises. Ce qui est sûr, c'est qu'on utilise beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais les IA sont interopérables. Nous avons nos clouds internes de données, donc on utilise des API pour faire dialoguer nos IA avec nos données de façon sécurisée, contractuellement et techniquement. Après, on utilise tous les protocoles d'interopérabilité. Effectivement, des IA peuvent parler à des IA. Donc, quand on développe des assistants et des agents, eh bien, on a des assistants thématiques et puis on va faire un agent qui va encapsuler et donc il va déléguer en fonction de la nature du problème à une autre IA qui a les bonnes données. C'est bien également pour les performances. Donc, ce que je peux dire, mais je ne sais pas si je réponds à la question de la personne qui l'a posée, c'est que nous utilisons les protocoles d'interopérabilité pour que les IA se parlent entre elles, pour qu'elles se complètent en fonction de leurs expertises, mais également pour qu'elles puissent interroger des sources de données de façon sécurisée. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu et d'avoir essayé de répondre à cette question, mais ça méritera peut-être une discussion un petit peu plus tard. Aldric, quels sont tes conseils doux et Dante pour les personnes qui sont dans la salle, et toi qui est passé une expérience dans le marketing digital, tu as eu peut-être une illustration. Alors déjà, je vais compléter ce qui a été dit, mais je pense que c'est quand même assez fondamental pour rassurer les collaborateurs, de bien réaffirmer quelle est l'ambition sur le rôle de l'humain. Parce que quand même, ces IA, elles vont très vite, ça progresse à une vitesse comme jamais, et donc dès qu'on induit l'idée d'une compétition ouverte entre des tâches humaines et des tâches intelligence artificielle, commencer quand même à voir poindre la logique que ça grignote de plus en plus et après il ne reste plus grand-chose, quoi. Donc ça, je pense qu'il faut être assez clair là-dessus. Deuxième point, et ça a été un peu travaillé, finalement quand vous voulez aller chercher de la valeur, alors c'est très différent d'une entreprise à une autre, mais si je regarde le cas de la banque, c'est assez simple, un grand nombre de collaborateurs, grand nombre de clients, grand nombre d'opérations. Et donc là, tout de suite, ça nous amène à faire une distinction assez évidente entre des usages qui sont plus des usages interpersonnels. C'est-à-dire, j'utilise moi l'IA d'une façon, mais je suis le seul à l'utiliser comme ça pour mes cas d'usage du quotidien. Et l'IA ou l'IA Gen embarquée dans des processus industriels qui vont être très cadrés et où en fait, c'est des centaines de milliers, voire des millions d'appels récurrents en fait à ces IA. Je pense qu'il faut être vraiment sur le calcul de la valeur sur les cas en processus industriel, autant sur le premier, les usages interpersonnels. Je pense qu'il ne faut pas faire une obsession du ROI ou du calcul de la valeur. Pourquoi ? Parce que de toute façon, sur ces usages-là, en général, c'est comme une productivité non récupérable. Et donc là, on revient au sens, ça a été dit, et je pense que c'est fondamental. On vous met à disposition ces outils-là. Quel est le sens profond en fait, de cette mise à disposition ? Et derrière le sens profond, je pense qu'il y a deux notions à ne pas oublier. C'est le système de valeur. Est-ce que l'usage de l'IA ou de l'IA générative percute vos systèmes de valeur personnels et professionnels ? C'est que quand on interroge les collaborateurs, il y en a qui considèrent que finalement, utiliser cette intelligence artificielle générative, c'est un peu comme du dopage quand vous faites du sport. Et donc, peut-être que c'est pas la réalité, mais en fait, ils le pensent quand même. C'est une très belle image, en fait, je trouve. Oui, mais quand vous posez la question aux collaborateurs, il y en a 40 ou 45% qui ont ce doute-là. Ça percute aussi l'organisation du travail. Je prends un exemple qui est dans le domaine justement du marketing.
Cas d'usage, production de contenu. Bon, comme j'ai un peu opéré sur ce domaine-là, tout de suite j'ai dit bon bah vous allez gagner un peu de temps, mais vous faites pas trop d'illusions. En banque, ce qui coûte quand vous produisez du contenu, c'est clairement pas de produire un texte, une image ou quelque chose. Ce qui coûte, c'est toute la chaîne de validation que vous devez passer. Parce que, bon, juste pour info, sur du crédit, par exemple, vous devez écrire dans une police plus grosse que tout le reste, un crédit vous engage, vous devez le rembourser. Vous voyez quand même le truc dans lequel on est, quoi. Où les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Par exemple. Pour les et donc placements. du coup, là où ça percute l'organisation, c'est que si vous voulez vraiment tirer la quintessence en fait des outils d'aide à la production de contenu, en réalité, vous allez devoir vous réorganiser et par exemple passer dans quelque chose qui est plus un mode agile où vous mettez un juriste, un conformologue, un marketeur et un spécialiste du marketing relationnel dans la même pièce et vous défilez les contenus comme ça et le cycle de validation en réalité il se fait dans une squad. Si vous gardez le même processus séquentiel, vous allez quasiment rien économiser. Vous allez économiser 2-3% de productivité, mais la réalité c'est que vous ne serez pas plus rapide et qu'il y aura des itérations qui seront à peu près toujours les mêmes, quoi. Et donc il ne faut jamais négliger que dans la phase d'adoption, la réalité c'est que la dimension disruptive d'une technologie, c'est rarement ce qui est prépondérant pour arriver à une transformation ou à une révolution, comme certains disent. Et il y a beaucoup de choses à traiter en dehors de l'aspect waouh de la technologie, quoi. Voilà. Et donc ça, l'oubliez jamais, quoi. Donc c'est tout à fait dans le sujet global du salon, stratégie adaptative, intelligence multiple, intelligence humaine et artificielle, et donc la partie humaine et l'esprit critique quelque part, faut pas l'oublier. Thomas, quelles sont tes recommandations à la salle sur les do's et les don'ts, en particulier avec le retail média, pour les gens qui ont envie de s'y mettre parce qu'ils n'y sont pas encore? Tu nous disais tout à l'heure que globalement, vous avez 90% ou 15% de taux d'occupation. Donc comment pouvoir se faire une nouvelle place et également utiliser le retail média de façon efficiente? Il lui reste 10% quand même. Je pense que vous avez très bien compris que le retail média aujourd'hui est un environnement tout à fait pertinent pour des marques endémiques comme non endémiques. Quand je dis marques endémiques, c'est des marques qui vendent chez les retailers ou des marques non endémiques. Par exemple, on ne vend pas de banque à proprement parler chez VP, mais le secteur bancaire est un secteur extrêmement présent chez VP parce qu'ils apprécient l'environnement déjà sécurisé, positif et maîtrisé en termes de data pour aller chercher des clients et de la performance. Donc voilà, je vous invite à aller chez VP ou ailleurs, investir votre argent pour faire la promotion de vos produits parce que vous aurez certainement un meilleur ROI ou ROAS, comme on dit dans ce secteur. C'est-à-dire le revenu généré par l'euro dépensé en publicité. Ça, c'est un message pour le Crédit Agricole à ta droite. Tout à fait. Aux banquiers, Tout à fait. venez faire du retail média. Dès qu'on arrête la conférence, je lui saute dessus. Tu peux toujours essayer. Oui, parce qu'en private joke, avant, Aldric nous disait qu'il n'était pas tout à fait encore utilisateur, mais peut-être que ça le deviendra. J'ai même été plus loin que ça, mais on ne va pas le dire ici. mais oui, ça a bénéficié du coup à une banque qui s'appelle Boursorama, qui est seule à annoncer. Ah oui ? Ouais. Très bien. Ils n'ont pas encore tout à fait la taille du Crédit Agricole, mais... Ah non, mais ils avancent. Hein. Ils avancent pas mal, ouais. Alors évidemment, c'est pas grâce à VP, mais... Très bien. Et à part ça, vous avez fait votre service militaire, messieurs? Non, c'était une deuxième private joke de la préparation de la table ronde où je leur demandais qu'est-ce qu'ils avaient fait avant. Et on est revenu au fait que finalement, dans les tranches d'âge, et comme c'était des hommes, ils avaient fait une super expérience qui pouvait aussi leur être utile dans le futur. Voilà, c'est tout. Bon. C'était un plaisir d'être animé par une femme. Merci beaucoup. Et la table ronde précédente, il n'y avait que des femmes. La prochaine fois, on fera un mix, en fait. Ça, c'est une sacrée idée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci. Vous retrouverez le replay bientôt, d'ici 2 ou 3 jours, sur le site web. Et merci à nos intervenants qui nous ont donné beaucoup d'insights, beaucoup d'informations très utiles. On va prendre une petite photo collective. Merci à l'équipe d'être présente. On va faire une petite photo comme ça, vous pourrez la relayer. Venez avec nous, on va prendre une photo...